Alors nous nous retrouvons pour la troisième partie de cette vidéo. Donc vous en savez un petit peu plus sur le caractère dit jupitérien ou urano-martien d'Emmanuel Macron. Donc après, concernant maintenant le fait de démissionner, d'être destitué, etc. Donc là vous avez ma position aussi. Pour moi, normalement, il ne doit pas démissionner ou être destitué de suite. Par contre, il faudrait qu'on regarde à nouveau vraiment dans le détail des astres. Moi, j'avais fait un jeu de cartes et j'avais vu en fait que Emmanuel Macron donc serait vraiment en très 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 grande difficulté, c'est-à-dire qu'il y aurait des affaires. Et d'ailleurs, cette affaire Benalla, c'est vraiment du menif-fretin à côté de d'autres affaires dont on va parler. C'est pour ça que je voulais faire une troisième vidéo pour vous parler justement de ce qui pourrait arriver incessamment sous peu, notamment à l'horizon 2020-21, quoi, hein. C'est-à-dire vraiment à l'aube de la prochaine présidentielle, s'il n'y a pas bien entendu de surprise avant, puisque c'est vrai que quand on se met quand même sur son thème donc astral, c'est vrai qu'il y a quand même cette dissonance-là. C'est vrai qu'il peut être toujours soutenu hein, pour le moment. Donc ça, on l'avait déjà dit, hein, Saturne-Pluton, donc normalement est censé quand même pas mal le soutenir. Hein. Là, on retrouve le soutien, si vous voulez, de l'oligarchie, de la plutocratie, donc qui soutient en fait sa popularité. Et d'ailleurs, euh, on va analyser aussi hein, comment fonctionnent les médias, comment ils ont fait pour le propulser, pour ensuite après le démolir, ou en tout cas en apparence lui renvoyer une affaire dans les pattes, comme ça a été le cas. Hein, d'ailleurs, alors là c'est vrai que c'est puissance exponentielle peut-être avec cette affaire Benalla, mais on a déjà eu hein, d'autres affaires avec Nicolas Sarkozy ou même François Hollande, si vous vous en souvenez bien. François Hollande, dans la fin de son quinquennat, comme si c'était vraiment pour le mettre plus bas que terre et puis pour qu'on passe vraiment à autre chose et puis pour préparer l'avenue de Macron, hein, on avait eu même carrément une destitution, enfin en tout cas une procédure hein, de destitution qui avait été mise en œuvre tout en sachant encore une fois qu'à chaque fois c'est toujours un petit peu on va jamais jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'à chaque fois on nous donne l'impression, donc à l'opinion publique que nous sommes et aux électeurs, que il n'y a pas de deux poids deux mesures, si vous voulez. Quand on traite, on traîne devant la justice un puissant, alors tout en sachant que le président de la République, effectivement, il a quand même l'immunité, etc., hein, l'immunité présidentielle, mais voilà, les autres hommes politiques ont aussi certaines immunités, mais disons que à chaque fois on nous donne l'impression qu'il n'y a pas, il y a pas de traitement de faveur, si vous voulez, pour les puissants, entre les puissants et le justiciable lambda. Alors qu'en réalité, quand on regarde après un peu plus loin dans le temps, c'est-à-dire mis à part le tribunal médiatique hein, sur lequel ils sont passés au grill, c'est-à-dire où on les voit chahuter, effectivement, dans les médias où ils doivent s'expliquer, on voit une atteinte à leur honneur. Alors des fois, on se demande s'ils ont encore un honneur, parce que normalement, avec toutes leurs affaires, normalement, ils sont quelqu'un qui a un honneur, et s'il y avait encore de l'honneur aujourd'hui, et là, on est en plein dans la dialectique Lion-Soleil, hein, Soleil dans le signe du lion. L'honneur, la loyauté, normalement, c'est des valeurs qui sont essentielles. Et effectivement, en France, ben, on s'aperçoit que nos hommes politiques, ça fait bien longtemps que tout ça, c'est carrément de côté. Et donc, il n'y a pas d'honneur. On voit à chaque fois, ils reviennent en politique, bien ils étaient condamnés. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on nous parle de transparence, de moralisation de la vie publique, donc vous voyez que tout ça, c'est beaucoup d'effets d'annonce. Puis après, à chaque fois, il n'y a rien. D'ailleurs, je crois que la France, c'est un des pays, pourtant, un pays phare, hein, pourtant dans le monde, qui est pris en exemple. Et pourtant, donc on a des députés qui n'ont pas une obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour pouvoir avoir un mandat électif de représentation nationale. Donc c'est quand même extrêmement grave, parce que quand vous voyez que par exemple un pompier, un policier, un agent de service public, ben, on lui demande hein, d'avoir un casier judiciaire, tout ce qu'il y a de plus vierge. Donc vous voyez bien quand même que là on a, plus haut sommet de l'État maintenant, des gens qui sont voilà, peu recommandables, peu fréquentables, pour pas dire beaucoup plus, pour rester poli. On prend par exemple notre ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy. Donc là, vous avez quand même le Parisien. Vous voyez, donc affaire des écoutes, le parquet financier assimile Sarkozy à un délinquant chevronné. Donc vous voyez quand même que la presse elle-même n'est pas tendre hein, avec notre ancien président de la République.
Et donc, mais par contre, quand on regarde après dans le détail, hein, on s'aperçoit que M. Sarkozy, bah, il est toujours, il est toujours dehors, bien qu'il ait plein d'affaires, des présomptions en tout cas voilà, de culpabilité, hein. On parle de présomption, on n'est pas là, on n'est pas juge, hein, on n'est pas là pour juger, mais enfin quand même, quoi, hein, à un moment donné, il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'affaires qui gravitent autour. Si vous avez monsieur, madame, tout le monde, hein, avec même pas une affaire, vous voyez, on voit maintenant un petit voleur de spaghettis, donc il vole parce qu'il a faim pour manger, etc. Il va prendre 3 mois, 3 mois de prison. Il n'y aura pas de sursis, alors que nos hommes politiques, bon ben voilà. Donc tout ça pour vous dire que il est inutile en fait de se, comment vous dirais-je, de s'exciter contre finalement nos présidents de la République, parce que même si on voit tout ce côté spectaculaire, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'il prend dans la figure, etc. Mais bon, à l'arrivée des courses, ils se retrouvent tous à faire autre chose, hein. Vous voyez même d'ailleurs François Hollande, d'ailleurs qui est soi-disant en tout cas euh, réclamé par des Français. Donc vous voyez un titre, Julie Gaillet, donc, qui déclare, hein, beaucoup de gens espèrent le retour de François Hollande. Et c'est vrai que François Hollande, je pense que quand il sort dans la rue, alors qu'il était conspué, je pense que personne n'en voulait. Enfin, en tout cas, il était vraiment plus bas que terre au niveau des sondages. Et même, vous savez que les sondages, comment ils sont préfabriqués, donc ça se trouve, en fait, ils sont vraiment encore plus bas que ce qu'on dit d'eux, mais voilà, il faut bien les maintenir quelques temps en assistance respiratoire pour qu'ils terminent leur mandat. En réalité, ils sont déjà au ras des pâquerettes, hein, dès le début. Vous voyez d'ailleurs, même Macron, la manière dont elle a été élue, ça m'étonnerait qu'il y ait autant de Français, hein. D'ailleurs, on le voit à travers le taux d'abstention qui a été record, hein, depuis Pompidou, ça c'était du jamais vu. Donc vous voyez bien qu'il y a beaucoup de Français qui ne veulent pas d'Emmanuel Macron, comme ils ne veulent pas de François Hollande. Mais voilà, ils ont l'art aussi, les médias, de savoir vous installer dans votre tête, hein, des idées, en fait, hein, de vous faire croire que d'autres Français, beaucoup de Français, finalement une majorité, seraient d'accord. Alors donc vous vous retrouvez finalement isolé, donc ça c'est une stratégie aussi, hein, une forme de propagande en fait en quelque sorte, hein. D'ailleurs c'est une stratégie pour vous marginaliser, que vous vous retrouviez tout seul devant votre journal ou votre télévision, et vous dites ah bon, le sondage, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Tel sondage dit qu'il faudrait faire ci ou faire ça, et donc bah, les gens au bout d'un moment finissent par se conformer, par se ranger vers la majorité, en tout cas de ce qui est présenté comme la majorité par ces pseudo-sondages. Tout en sachant que par exemple les sondages, bah, ils sont extrêmement discutables, puisque si on parle maintenant de notre président actuel, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de sondages contradictoires, et pour cause, puisque par exemple vous avez l'institut de sondage donc c'est Harris, je crois, Interactive, vous avez le beau-frère d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire le frère de Brigitte Macron, qui en est le président. Donc forcément, il y a des connivences, et donc ne parlons pas des autres instituts de sondage, comme d'ailleurs la presse, comme les médias, qui sont aux mains, hein, des grands argentiers donc, de la finance. Voilà, donc on s'aperçoit qu'en pleine affaire en Benalla, la cote de confiance d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe serait en hausse, ça c'est d'après LCI. Et puis après, vous avez d'autres articles, la popularité de Macron plus bas, hein, après l'affaire Benalla. Et ça, donc, on l'avait dit, hein, déjà dans nos prévisions et prédictions 2018, hein, que ben, comme ses prédécesseurs, Emmanuel Macron serait chahuté, on aura à chaque fois des, euh, voilà, des montagnes russes, hein, dans les sondages, comme les autres, hein. Bon, peut-être un peu plus pour Emmanuel Macron, d'autant que là, il démarre quand même fort, puisque ça fait un an de mandat est déjà quand même une affaire, une vilaine affaire. Donc là, les médias, ils vont très fort. Donc on se demande effectivement à ce train-là comment il va terminer le mandat. Et s'il le termine, justement, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens se posent cette question-là. Mais voilà, il faut savoir que hein, il y a tout un système qui les met je dirais, sur orbite à chaque fois, hein. Tous les présidents, notamment depuis Nicolas Sarkozy, à chaque fois, c'est le même schéma. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez tout les éditorialistes, les sondages, les médias qui sont élogieux, hein, en tout cas qui préfèrent et qui présélectionnent, qui nous mettent en tête, hein, deux candidats à chaque fois, blanc bonnet et bonnet blanc. Voilà, et puis voilà, hein, une fois qu'il y en a un qui est élu, donc là vous avez les éloges, vous avez même des fois des adversaires
carrément faire un éloge hein, par rapport à un candidat qui est supposé être, donc un compétiteur qui est supposé être du parti adverse. Par exemple, on avait eu, de mémoire, hein, c'était en 2012, on avait eu Jean-Pierre Raffarin qui disait de François Hollande hein, qui serait le meilleur candidat donc pour de la gauche hein, pour la droite. Alors pas forcément de dire il sera facile à battre pour nous, mais plutôt de dire ouais il est quand même un peu sur la même ligne politique que nous quoi quelque part. Alors qu'en réalité c'est des faux jumeaux quoi. Hein, ils sont exactement sur la même ligne politique. Voilà. Et vous avez à chaque fois toujours hein, ce type de on a par exemple sur le cas Emmanuel Macron, tout à l'heure je vous ai montré la galaxie Macron, et si vous vous souvenez, et ça on l'avait vu hein, au cours d'une vidéo qu'on avait faite, on avait vu que tous s'étaient ralliés à Macron. Hein, donc de Robert Hue, donc du Parti communiste quand même, avec cette étiquette-là, hein, Parti communiste, c'est-à-dire de l'extrême gauche, à Alain Madelin, donc, qui est plutôt libéral, en passant par les communistes, en passant par les socialistes, par les gens de En Marche, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont là, qui vont jouer les porte-flingues. Donc voilà, tout ça en fait donne une impression d'opposition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc là, on est en plein dans la théâtralisation. Donc c'était le thème un petit peu d'aujourd'hui, vous l'avez compris, avec le Lion-Verseau, hein, l'axe Lion-Verseau. Donc c'était vraiment pour vous parler de cette théâtralisation de la politique. Et d'ailleurs, celui qui en parle le mieux, c'est Monsieur Jacques Attali. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand j'avais fait la vidéo sur Pluton, je crois que c'était dans les derniers volets, hein, je crois que c'était l'épisode 10, la partie 10 ou 9, où j'avais montré une vidéo. On voyait M. Attali qui parlait clairement de pièces de théâtre, et M. Arnaud Montebourg aussi qui cédait sa place à Emmanuel Macron, qui parlait de grandes pièces de théâtre avec des scénarios qui sont écrits à l'avance. Vous vous souvenez tous hein, qu'en pleine période de réserve, c'est-à-dire à 24-48 heures du vote, on avait Libération qui titrait « Faites ce que vous voulez, mais votez Macron ». Donc là, donc, vous voyez ce même journal hein, qui, aujourd'hui, le fustige, etc. Une autre preuve, hein, en fait, que tout est vraiment bidon. Regardez, hein, donc il y a elle, Braun-Pivet, donc, qui est députée de Macron et qui est présidente de la commission d'enquête de l'affaire Benalla-Macron. Vous avez une opération, en fait, déminage. Donc juste après, justement, cette affaire, c'est ce que je vous disais, on est là dans la contradiction totale. Hein. Vous voyez, Mars-Uranus. Donc Uranus, la planète des médias, où on a d'un côté une attaque, des attaques hein, en règle, hein, donc sur le cas Emmanuel Macron avec cette affaire Benalla, et puis vous avez de l'autre côté des éditorialistes qui sont là pour jouer le jeu, d'essayer justement de réhabiliter le candidat Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, dans cette affaire, quel est le rôle qu'il a joué? Ce que l'on sait, c'est ce qu'a reconnu Patrick Strodal, directeur du cabinet de l'Élysée, c'est qu'il avait informé Emmanuel Macron des débordements de Alexandre Benalla dès le 2 mai. Ça, on le sait. Pour le reste, quel rôle a-t-il joué? Je n'en sais rien. Et peut-être même n'a-t-il joué aucun rôle. Il est très plausible d'imaginer que le président de la République, qui était alors en déplacement en Australie, si mes souvenirs sont exacts, ait dit à son directeur de cabinet « prenez une sanction » et laisser le directeur de cabinet prendre cette sanction qui s'est révélée, elle, effectivement, fortement inappropriée. Mais comme il ne s'est rien passé, il est très plausible d'imaginer que le président de la République soit rentré d'Australie, n'ait plus suivi effectivement le dossier, n'ait considéré que d'une certaine façon c'était l'intendance et que l'intendance suivrait et n'ait pas vraiment prêté attention. Ce qui est stupéfiant de mon point de vue, c'est que le directeur de cabinet de l'Élysée savait qu'il y avait des vidéos parce qu'elles ont circulé immédiatement. Et comment en 2018, avec la puissance des réseaux sociaux, n'a-t-il pas pu penser que ces vidéos seraient non seulement vues, mais peut-être même utilisées? C'est exactement ce qui s'est passé. La France Insoumise, alors je ne sais pas si c'est réfléchi depuis le premier jour ou s'ils ont attendu leur moment, mais la France Insoumise a laissé passer un petit peu de temps, probablement la Coupe du Monde, en se disant que chaque événement viendrait à point nommé, et puis a choisi... j'allais dire, la mi-juillet pour tendre son piège et faire en sorte que ces vidéos et l'identification de l'auteur de ces vidéos, parce qu'il n'était pas identifié jusque-là, publiquement, parviennent à la presse. Et puis après, il suffisait de laisser l'affaire éclater, mais elle a éclaté. On est sûr de ça, que c'est la France Insoumise qui a diffusé ces vidéos? C'est des responsables de la France Insoumise qui ont filmé ces vidéos. Donc.
peut imaginer. D'ailleurs, on sait qu'elles ont été diffusées dans un premier temps, je crois, à 120 000 fois par les responsables eux-mêmes de la France Insoumise. Ça, c'est certain. Après, elles ont été diffusées de façon anonyme. La France Insoumise ne savait pas qui était l'auteur de ce tabassage, mais elle a diffusé la vidéo, ça c'est certain. Alors vous venez de voir cette vidéo, donc ça doit être quelqu'un de la France Insoumise hein, qui l'a mise. Donc c'était juste pour vous montrer l'ineptie, la supercherie. Voilà, donc aussi, si on revient à nos cartes du ciel, donc là on retrouve toujours, hein, comme vous le savez, donc Mars hein, dans le signe du Verseau, celui qui est lié aux médias, mais aussi au théâtre, avec le carré à Uranus, hein, donc en taureau, qui exprime autant... Donc pour ce qui concerne hein, l'acte de violence, mais aussi l'effet de surprise, la sidération hein, qu'ont eu les gens en apprenant ça, face au soleil hein, dans ce domicile en Lion, donc le signe du spectacle, avec le soleil au cœur hein, du système solaire, et le lion, hein, donc le lion qui, avec cette dissonance à Jupiter, ça nous donne un côté un petit peu, avec Jupiter en Scorpion, le signe hein, de la satire, le signe... des secrets, donc il révèle un secret jalousement gardé dans les dorures de la République, comme quoi Benalla était à ses côtés et était choyé et avait des passe-droits, etc. Mais aussi, on a aussi le grand mensonge, hein. Plus c'est gros, plus ça passe, voilà, avec ce Jupiter, donc à l'excès, quoi. Donc vous l'avez bien compris, en fait, hein, cette histoire de Benalla, on va d'ailleurs en finir avec Benalla, parce que c'est vraiment une sacrée escroquerie, puisque transposé à notre actualité, donc les astres hein, donc qu'on vient de décrypter, donc ça donne en fait une affaire hein, qui est en pôle position dans la hiérarchie du traitement de l'information, mais pétrie, on voit de tas de contradictions, de grands paradoxes, comme le sait le faire hein, Uranus, ici en triple dissonance, avec le Soleil, avec Jupiter en opposition, et Mars. Hein. Parce que si on remet dans les choses dans le bon ordre, on voit une presse hein, donc, qui était dithyrambique et élogieuse, hein, qui a promu et propulsé Macron à la tête de la présidence de la République, alors que, si vous vous souvenez, il n'y a même pas l'âge jupitérien, habituellement requis hein, pour occuper cette fonction suprême, ni l'expérience, hein, puisqu'il n'a jamais été élu, il n'a jamais eu un mandat électif. Hein, donc vous avez vu aussi l'article de presse hein, élogieux, ou en tout cas... donc, qui intime aux électeurs de voter Macron. Hein. Donc 24-48 heures avant le début du week-end qui précède le scrutin, on voit ce titre de Libération. Puis ensuite, on voit voilà, des journaux qui tout à coup s'excitent et donc le descendent en flamme à travers une affaire plutôt scabreuse. Et puis à nouveau, on voit des éditorialistes qui viennent lui prêter main forte en ayant au passage une lecture assez partiale et partisane de la situation. Mais ça, vous savez désormais pourquoi, hein. On l'a déjà trop que répété, puisqu'il s'agit de notre duo de choc, hein, Pluton-Saturne. Maintenant, il y a Saturne, mais Pluton déjà depuis un petit moment, hein, donc qui a fait main basse sur les médias, tous les organes de presse, donc ils sont complètement aux mains de la finance mondiale et de l'oligarchie. Moralité politique oblige, hein. Tout à l'heure j'ai passé quelque chose qui était un peu en rapport avec la France Insoumise, donc là maintenant on va voir quelque chose en rapport avec Debout la République, tout en sachant que ça concerne la liberté de la presse. Quand il a publié J'accuse pour défendre Dreyfus, a été condamné pour diffamation par un juge. Voilà à quoi mène
votre politique, parce qu'en vérité, vous allez donner le pouvoir aux juges, le pouvoir de dire quelle est la vérité. Est-ce une fausse information ou n'est-ce pas une fausse information? Mais cette discussion dans cet hémicycle, à cette heure tardive, est complètement surréaliste. Mais complètement surréaliste, il n'y a pas un pays qui peut oser faire quelque chose comme ça. Et Madame Nyssen, vous devriez avoir honte d'être la ministre qui porte une telle loi liberticide. Car qui va décider? Qui va décider cette fausse information, cette définition absurde? En vérité, vous êtes un pouvoir élu sur une manipulation permanente d'une démocratie fausse. Et comme les médias qui vous ont soutenu, qui vous ont fait, et ne sont plus crédibles, comme ils ne sont plus crédibles dans l'opinion, comme la jeunesse ne regarde même plus votre télévision, comme les gens savent très bien que vos journalistes sont totalement achetés par 9 milliardaires qui détiennent la presse française, ils vont sur Internet. C'est ça la réalité. Et c'est ça qui vous gêne. C'est que les Français ne vous fassent plus confiance et ne fassent plus confiance aux médias du pays. Ils vont sur Internet ou ils lisent la presse étrangère, car on apprend plus dans un journal allemand ou anglais que dans un journal français. Alors cette défiance, elle vous gêne, parce que votre politique, vous ne pourrez pas l'imposer deux fois, parce que la manipulation d'État permanente, vous êtes très fort, mais Internet vous l'interdit. Alors vous inventez cette loi scandaleuse, et vous devriez vraiment vous souvenir qu'en général, les députés, les gouvernements qui portent atteinte à la liberté d'expression en France finissent très mal. Alors l'art des médias a été de nous faire croire, en tout cas faire croire aux spectateurs, hein, comme dans un film en fait, que l'acteur principal était acculé dans les cordes, hein, au bord de la rupture, c'est-à-dire en l'occurrence ici Emmanuel Macron, empêtré dans cette affaire Benalla, donc se mangeant des coups de partout, prêt à être démis de ses fonctions, destitué. Que n'ai-je pas entendu, hein, donc pendant ces 5 jours de silence où Macron ne s'était pas exprimé, laissant croire à ses adversaires qu'il était très mal pour bien finalement leur revenir dessus et contre-attaquer. Et là on retrouve bien Mars-Uranus, hein, dans la plus pure tradition de cette énergie urano-martienne, pleine à la fois de provocation, de désinvolture, là où il a fait un gros bras d'honneur en fait finalement à ses opposants, mais également aux Français, hein, quand il leur a dit venez me chercher, hein, d'accord? Donc ça c'était aussi une manière de dire de toute façon vous pouvez causer toujours, hein, vous m'intéressez, voilà. Et donc toutes les personnes, les commentateurs politiques, je ne sais pas s'ils l'ont cru ou s'ils étaient faussement naïfs, qui ont prétendu que Emmanuel Macron était complètement à la ramasse et qu'on allait le ramasser à la petite cuillère et qu'il allait être destitué, eh ben, c'est vrai qu'en les entendant, j'étais quand même assez surpris, puisque c'est quand même des gens qui ont souvent de la bouteille. Voilà, je clôturerai donc cette vidéo en vous parlant un petit peu des vraies affaires, hein. Donc celle-là, c'est vraiment comme je vous le disais tout à l'heure, du menu fretin, même si effectivement, comme le dit très bien l'article, hein, l'affaire Benalla traduit un petit peu ce sentiment d'impunité, puisqu'on voit bien que M. Benalla court toujours, et puis que d'ailleurs il a même eu un passeport diplomatique, enfin là on voit qu'il a retrouvé du travail, donc au cœur de l'Élysée, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, hein, circuler, il n'y a rien à voir, et donc malgré la gravité des faits, hein, donc c'est vrai que cette affaire-là, comme le dit l'article, c'est une plaisanterie face à des crimes bien plus sérieux, donc qui sont détaillés dans cet article-là. Donc, je vous en dis deux mots, il y a notamment la vente, hein, d'Alstom donc aux Américains, avec notamment des secrets qui concernent en fait le réacteur, la turbine en fait, hein, du sous-marin, donc qui est normalement donc la vitesse maximum, hein, des sous-marins relève en fait du secret défense, et donc le fait d'avoir cédé donc ces secrets-là, hein, des puissances étrangères relèveraient donc de sanctions extrêmement graves, hein, de haute trahison, par exemple, hein, il y a ça. Sinon, vous avez également des éléments que vous pouvez retrouver dans le Canard enchaîné, et également alors il doit y avoir plein d'articles, plein de titres de presse, hein, qui ont fait leur chou gras là-dessus. Vous avez notamment un article concernant le financement donc de la campagne électorale d'Emmanuel Macron aussi, qui est pas mal. Donc il pourrait créer un véritable Big Malion multiplié par 20, puissance 20. Donc on voit par exemple qu'Emmanuel Macron a déclaré, alors qu'il a travaillé à la banque Rothschild pendant, je crois que c'était pendant 1 an ou 2 ans, et il a gagné 3 millions, et en fait au moment de la déclaration de candidature, son patrimoine faisait apparaître donc un chiffre qui était vraiment dérisoire.
avec toute une manigance comptable pour pouvoir justement paraître aux yeux du public comme quelqu'un, finalement, comme monsieur et madame tout le monde, hein. Là, on retrouvait un petit peu la présidence normale, donc c'était un mélange entre le président jupitérien et le président qui se voulait normal, avec un costard d'ailleurs, qui était à 450 euros si ma mémoire est bonne, donc tout ça pour contraster avec les fameux costards de François Fillon, donc offert par son ami, pseudo-ami, l'avocat Monsieur Bourgi, donc qui coûtait bien plus. Voilà, donc on pourrait continuer comme ça, il y en aurait beaucoup à dire, et je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même 3 vidéos, donc je pense qu'avec tout ça, bah, vous avez mon ressenti, mon opinion, et aussi mes perceptions, et puis également quelques messages de la part des astres décryptés par mes soins. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.